Au cœur de notre galaxie règne une obscurité profonde, un vide qui captive et déconcerte l'humanité depuis la nuit des temps. Pendant plus de 2 décennies, une scientifique a consacré sa vie à sonder cet abîme. Elle traquait quelque chose d'invisible, un fantôme gravitationnel si puissant que même la lumière ne pouvait échapper à son emprise. Beaucoup considéraient sa quête comme impossible, mais avec une persévérance acharnée, elle a pisté la danse silencieuse et frénétique des étoiles, orbitant autour d'un centre invisible, prouvant que le monstre était bien réel et changeant à jamais notre compréhension de l'univers. N'oublie pas de mettre un like, de laisser un commentaire et de t'abonner. Soutiens le contenu qui t'intéresse, il y en aura plus. Andrea M. Ghez était née en 1965 à New York, aux États-Unis, dans une famille qui cultivait à la fois la curiosité artistique et intellectuelle. Sa mère avait été directrice d'une galerie d'art et son père était professeur d'économie, créant un foyer où l'on discutait de grandes idées et où les passions étaient encouragées. Mais l'événement le plus formateur de sa jeunesse ne se produirait ni dans un musée ni dans une salle de classe universitaire. Il se produirait, comme pour des millions d'autres, dans la lueur vacillante d'un écran de télévision. Dans un monde d'images granuleuses en noir et blanc, elle a vu quelque chose qui semblait défier la réalité elle-même. Des hommes dans des combinaisons incroyablement encombrantes, se déplaçant avec un rebond étrange, onirique, sur un paysage de poussière grise sous un ciel noir infini. Les alunisages d'Apollo étaient plus qu'un simple événement d'actualité, ils étaient un acte d'imagination collectif devenu réalité. Pour la jeune Andrea, ce fut une étincelle qui alluma un feu. Le monde parut soudain plus grand, ses frontières repoussées jusqu'aux cieux. La vue d'empreintes humaines sur un autre monde planta une puissante graine d'ambition. C'était l'aventure ultime, la plus grande exploration de l'histoire de l'humanité, et elle voulait en faire partie. Elle se souvient clairement du moment où elle a fait sa déclaration. Avec toute la certitude qu'un enfant peut rassembler, elle s'est tournée vers sa mère et a annoncé son projet de vie. Elle deviendrait la première femme à marcher sur la Lune. Ce n'était pas un rêve éveillé passager, c'est devenu une partie essentielle de son identité, un objectif qui a façonné sa vision du monde. Sa passion n'était pas pour la gloire ou la renommée, mais pour l'acte pur de la découverte. Il s'agissait de l'impulsion humaine fondamentale de voir ce qu'il y a derrière la prochaine colline, ou dans ce cas, la prochaine planète. Le cosmos l'appelait et elle était déterminée à répondre. Cependant, un autre monde l'appelait aussi, un monde fermement ancré sur Terre. Tandis que son esprit rêvait de voyages étoilés, son corps apprenait le langage exigeant du ballet. Ce n'était pas une activité extrascolaire occasionnelle. Le ballet était une passion sérieuse et dévorante qui exigeait un niveau de discipline que peu d'activités peuvent égaler. C'était un monde de pratiques acharnées, de dépassement de la douleur, de recherche d'une perfection inaccessible. Des heures étaient passées en studio à perfectionner les mouvements, à renforcer les muscles et à maîtriser un art qui avait été affiné au fil des siècles. Sa vie devint une danse délicate entre 2 ambitions très différentes. L'apesanteur de l'espace et la précision rigoureuse et ancrée de la barre de ballet. L'une tendait vers le ciel, l'autre perfectionnait la forme sur le sol. Pendant un temps, ces 2 chemins se sont déroulés en parallèle, apparemment sans lien, mais lentement, une connexion profonde a commencé à émerger. La discipline du ballet a commencé à ressembler à une métaphore de la discipline de la science. Les répétitions sans fin pour perfectionner un seul mouvement reflétaient le processus méthodique de résolution d'un problème de physique complexe, le travaillant encore et encore jusqu'à ce que la solution se révèle. La précision requise pour exécuter une pirouette parfaite était le même genre de précision nécessaire pour effectuer une mesure astronomique critique. Le ballet et la physique consistaient tous deux à trouver des motifs, à découvrir un ordre caché et élégant sous une surface de chaos. Une danse magnifiquement chorégraphiée et une équation magnifiquement dérivée étaient, d'une certaine manière, des expressions de la même vérité.
que l'univers en son cœur possédait une grâce profonde et stupéfiante. Le tournant ne fut pas un événement unique et spectaculaire, mais une lente prise de conscience qui a commencé dans ses cours de sciences au lycée. Elle a découvert que les outils pour explorer l'univers n'étaient pas seulement des fusées et des combinaisons spatiales, c'étaient les mathématiques et la physique. Une équation pouvait décrire l'arc d'une planète avec plus d'élégance que n'importe quel vaisseau spatial ne pourrait le parcourir. Une loi de la physique pouvait percer les secrets d'une étoile à des milliards d'années-lumière. Elle a commencé à comprendre une distinction cruciale. Un astronaute est un passager, un voyageur incroyablement courageux et compétent, mais qui suit finalement un chemin tracé par d'autres. Un scientifique, cependant, est le cartographe. Un scientifique est celui qui dessine les cartes de la réalité, qui déchiffre les règles fondamentales du cosmos. Le pouvoir d'explorer ne résidait pas dans le voyage physique mais dans le voyage intellectuel. Sa véritable vocation n'était pas de marcher sur la Lune, mais de comprendre pourquoi la Lune orbite autour de la Terre en premier lieu. Cette nouvelle mission l'a conduite dans l'un des environnements les plus exigeants sur le plan intellectuel de la planète, le Massachusetts Institute of Technology, ou MIT. En arrivant sur le campus de Cambridge, elle est entrée dans un monde de pression intense et de compétition brillante. C'était un lieu où l'avenir de la science et de la technologie se forgeait lors de sessions d'études nocturnes, de séries de problèmes complexes et de travaux de laboratoire révolutionnaires. L'air même semblait vibrer d'énergie intellectuelle, d'une volonté acharnée de résoudre l'insoluble. C'était à la fois exaltant et intimidant, un creuset conçu pour tester les limites de ses étudiants et pour séparer ceux qui avaient un simple intérêt de ceux qui avaient une obsession profonde et inébranlable. Pour Guèze, c'était l'endroit parfait pour commencer son nouveau voyage. Pourtant, ce voyage comportait ses propres défis importants. Au début des années 1980, la physique était un domaine très majoritairement masculin. Lorsqu'elle entrait dans ses cours de physique avancée, elle était souvent l'une des rares femmes dans une salle remplie d'hommes. Il y avait une pression constante et tacite de prouver qu'elle avait sa place. Le sentiment que sa performance était jugée non seulement pour elle-même, mais en tant que représentante de son sexe. Il aurait été facile de se décourager, de se sentir comme une étrangère. Mais la même détermination féroce qui l'animait au studio de ballet l'alimentait maintenant en classe. Le défi ne l'a pas découragée. Il l'a rendue plus concentrée, plus résolue à exceller. Elle s'est jetée à corps perdu dans ses études, en particulier dans l'astronomie d'observation. Elle a découvert le frisson, non seulement d'apprendre dans un manuel, mais de collecter ses propres données. Les longues nuits passées à l'observatoire de l'université ont été transformatrices. Pointer un télescope vers une minuscule tache de lumière dans le ciel nocturne et capturer ses photons, c'était comme recevoir un message de l'immensité de l'espace et du temps. Analyser cette lumière, la décomposer et la traduire en données pouvant tester une hypothèse était l'acte d'exploration ultime qu'elle avait toujours désiré. C'est ici, dans le monde exigeant et sous haute pression du MIT, qu'Andrea Guèze, la rêveuse, qui regardait autrefois la Lune avec émerveillement, est devenue Andrea Guèze, la scientifique, qui construisait maintenant les outils pour comprendre tout ce qu'elle voyait. Avec un diplôme de l'une des meilleures institutions du monde, Guèze était prête à s'attaquer aux plus grandes questions de l'univers. Mais pour ce faire, elle devrait d'abord résoudre un problème qui avait déconcerté les astronomes pendant des siècles. Comment voir clairement à travers le ciel turbulent de notre propre planète ? En arrivant à l'Institut de technologie de Californie pour son travail de doctorat, Andrea Guèze est entrée dans un monde dominé par l'un des mystères les plus grands et les plus frustrants de l'astronomie. Au cœur même de notre galaxie, la Voie lactée, à 26 000 années-lumière dans la constellation du Sagittaire, se trouvait un fantôme. C'était un objet connu sous le nom de Sagittarius à étoiles, une source d'ondes radio bizarre et férocement puissante, totalement invisible à l'œil nu. Pendant des décennies, les astronomes
on sut que quelque chose de colossal se trouvait là. Tapis derrière d'épais nuages de poussière et de gaz cosmiques, ils pouvaient entendre son rugissement gravitationnel dans les mouvements frénétiques de la matière voisine. Mais ils n'avaient jamais vu la bête elle-même. La théorie dominante était aussi élégante que terrifiante. Sagittarius A étoile était un trou noir supermassif, un monstre gravitationnel des millions de fois plus massif que notre Soleil, autour duquel toute la galaxie tournait. Mais le prouver semblait impossible. Les preuves étaient entièrement circonstancielles, comme traquer un lion dans une jungle dense par ses rugissements et ses empreintes, mais sans jamais apercevoir la créature. Pour prouver l'existence d'un trou noir, les astronomes devaient faire quelque chose qui n'avait jamais été fait. Ils devaient observer des étoiles individuelles en orbite autour de cet objet invisible, suivre leur trajectoire sur des années, voire des décennies. En mesurant précisément leurs orbites, ils pouvaient utiliser les lois de Kepler sur le mouvement planétaire pour calculer la masse de l'objet central autour duquel elles tournaient. Si cette masse était immense, mais confiné dans un espace incroyablement petit et sombre, il n'y aurait qu'une seule conclusion possible: un trou noir supermassif. Le problème était la vue. Regarder vers le centre galactique depuis la Terre, c'était comme essayer de voir une seule luciole à Los Angeles depuis un gratte-ciel de New York pendant un blizzard. La distance pure et la poussière intermédiaire étaient des obstacles redoutables, mais le vrai méchant, le grand ennemi de la vision claire, était beaucoup plus proche de nous. C'était l'air même que nous respirons. L'atmosphère terrestre, la couverture d'air vital qui nous protège, est le pire cauchemar d'un astronome. Alors que la lumière des étoiles lointaines voyage pendant des milliers d'années dans le vide parfait de l'espace, elle arrive comme un signal net et cohérent. Mais dans le dernier centième de seconde de son voyage, elle heurte notre atmosphère turbulente. Des poches d'air chaud et froid se déplaçant à des vitesses et des densités différentes agissent comme d'innombrables petites lentilles changeantes. Elles courbent, dispersent et déforment la lumière entrante, provoquant le scintillement familier des étoiles. Bien que romantique pour les poètes, ce scintillement est un effet de flou catastrophique pour les scientifiques. Il transforme la lumière ponctuelle d'une seule étoile en une tache floue et dansante. Cette distorsion atmosphérique rendait la tâche de résoudre les étoiles individuelles dans le noyau incroyablement dense de la galaxie un fantasme absolu. C'était l'équivalent d'essayer de photographier la flamme d'une seule bougie à 150 km de distance à travers une cascade rugissante. L'image serait désespérément, irrémédiablement floue. Cette barrière fondamentale était considérée comme une loi de la nature pour l'astronomie au sol. C'était un mur qui avait arrêté des générations de scientifiques dans leur élan. Le consensus dans le domaine était que la seule façon d'obtenir une vue claire était de contourner entièrement l'atmosphère avec un télescope spatial comme Hubble. Mais Gaze faisait partie d'une nouvelle génération qui croyait qu'il pourrait y avoir une autre voie. Une idée radicale et presque audacieuse pour tromper le ciel lui-même. La technologie s'appelait l'optique adaptative. Et pour de nombreux astronomes établis, cela ressemblait à de la science-fiction. C'était une technique naissante, très expérimentale, développée à l'origine par l'armée non pas pour observer les galaxies, mais pour espionner les satellites étrangers depuis le sol. L'idée d'utiliser ce système complexe et non éprouvé pour la mesure astronomique la plus délicate et la plus précise jamais tentée était, comme le disaient certains de ses collègues, complètement folle. C'était un pari risqué, un pari sur une technologie qui pourrait ne jamais être assez stable ou précise pour le travail. Mais Gaze a vu son potentiel révolutionnaire. Elle a compris que c'était sa clé du royaume, le seul outil qui pourrait percer le mur atmosphérique. Le concept derrière l'optique adaptative était brillamment contre-intuitif.
Au lieu de simplement collecter passivement la lumière floue, le télescope lutterait activement contre l'atmosphère en temps réel. Imaginez que le miroir primaire d'un télescope n'est pas une seule pièce de verre rigide, mais une membrane flexible contrôlée par ordinateur qui peut changer de forme. Il agit comme un casque à réduction de bruit, mais pour la lumière. Pour savoir comment annuler le bruit, le système doit d'abord mesurer la distorsion. Il le fait en créant une étoile artificielle haut dans l'atmosphère. Un laser puissant est projeté depuis l'observatoire, frappant une couche d'atomes de sodium laissés par les météorites à environ 100 km d'altitude. Ces atomes brillent, créant un point de lumière parfait et minuscule. Cette étoile artificielle devient le point de référence du système. Un capteur sur le télescope observe comment cette étoile laser scintille et chatoie. Un ordinateur puissant analyse ce scintillement des centaines de fois par seconde, calculant le motif exact de la distorsion atmosphérique à ce moment précis. Il envoie ensuite des milliers de commandes à une série de minuscules pistons appelés actionneurs, à l'arrière du miroir secondaire flexible du télescope. Ces actionneurs poussent et tirent sur le miroir, déformant sa surface avec une précision microscopique pour créer une forme qui est l'exact opposé de la distorsion atmosphérique. Les deux distorsions, l'une de l'air et l'autre du miroir, s'annulent parfaitement. Le flou disparaît, la cascade disparaît. Soudain, le fouillis de lumière chaotique et brouillé du centre galactique devient d'une netteté remarquable, révélant un champ dense d'étoiles individuelles et brillantes. Avec cette arme révolutionnaire dans son arsenal intellectuel, Gaze avait besoin d'un endroit pour l'utiliser. Elle jeta son dévolu sur l'observatoire W.M. Keck, perché au sommet du volcan endormi du Mauna Kea à Hawaï. Les télescopes Keck étaient les plus grands et les plus puissants du monde, les cathédrales de l'astronomie moderne. Obtenir du temps d'observation sur eux était et est toujours incroyablement compétitif. Des scientifiques du monde entier soumettent des propositions qui sont jugées par un panel de leurs pairs. Seule une infime fraction des projets les plus prometteurs est approuvée. Gies, alors jeune professeur à l'Université de Californie à Los Angeles, devait convaincre ce comité sceptique de lui accorder des nuits précieuses et coûteuses sur le plus grand télescope du monde pour déployer une méthode expérimentale que beaucoup croyaient trop capricieuse et peu fiable pour fonctionner. Elle a plaidé sa cause avec la même précision et la même détermination féroce qui avait défini toute sa vie. Elle ne proposait pas seulement une observation, elle proposait une nouvelle façon de voir, un acte de foi technologique qui pourrait percer l'un des secrets les plus profonds de l'univers. Sa passion et le potentiel indéniable de sa méthode furent persuasifs. Le temps lui fut accordé. C'était une victoire monumentale, un témoignage de sa vision et de sa ténacité. Le pari avait été accepté. Maintenant, elle devait prouver qu'il serait payant, que cette idée folle pouvait réellement offrir une vue claire de l'impossible. Les obstacles techniques et politiques avaient été surmontés. L'équipe était réunie, la technologie révolutionnaire était installée et l'œil géant du télescope Keck était prêt à être tourné vers le cœur caché de la galaxie. Le monstre longtemps théorisé dans l'obscurité était sur le point d'avoir son premier observateur persistant. Ce que Gaze et ses collègues étaient sur le point de commencer n'était pas une seule observation, mais une veillée de plusieurs décennies. Une surveillance cosmique où les indices arriveraient un photon à la fois. Ils observeraient patiemment les étoiles danser autour de leurs partenaires invisibles, attendant qu'elles révèlent la vérité. Armés d'une nouvelle façon révolutionnaire de voir, Gaze et son équipe de l'UCLA ont pointé le télescope Keck vers le cœur de la galaxie. Ils étaient sur le point de commencer une surveillance qui durerait des décennies, observant et attendant que les étoiles révèlent leurs secrets. Mais ils n'étaient pas les seuls à regarder.
Andrea Ghez et son équipe n'étaient pas seuls dans leur surveillance cosmique. À l'autre bout du monde, un autre groupe d'esprits brillants fixait exactement la même parcelle de ciel animée par la même ambition. Cette quête parallèle était dirigée par Reinhard Genzel de l'Institut Max Planck de physique extraterrestre en Allemagne. L'instrument de choix de son équipe était le très grand télescope de l'Observatoire européen austral, ou VLT, un quatuor de télescopes géants nichés haut dans le désert aride d'Atacama au Chili. Ce n'était pas une rivalité hostile ou amère, remplie d'animosité personnelle. C'était plutôt l'un des plus grands duels intellectuels de la science moderne, une compétition à enjeux élevés qui se jouait à travers les continents et les hémisphères, avec le cœur de la galaxie comme prix. Les deux équipes savaient que l'autre était là, publiant des articles, présentant lors de conférences et repoussant les limites de la technologie. Chaque succès annoncé par une équipe était un stimulant pour l'autre. Chaque nouvelle donnée était un défi. Cette pression constante était un creuset qui forgeait une meilleure science. Elle obligeait le groupe de Ghez et celui de Genzel à être plus rapides, plus rigoureux dans leur analyse et plus innovants dans leur technique. Il n'y avait pas de place pour l'erreur, pas de temps pour la complaisance. Lorsqu'une équipe publiait une nouvelle mesure orbitale, l'autre se précipitait pour la vérifier avec ses propres données, scrutant chaque calcul. La course était lancée, et la ligne d'arrivée n'était rien de moins que la preuve définitive d'un trou noir supermassif. Une découverte qui garantissait presque un voyage à Stockholm. Le travail lui-même était une leçon de patience. Pour l'équipe de Ghez, il tournait autour de quelques précieuses nuits d'observation accordées chaque année à l'Observatoire Keck. Ces nuits étaient planifiées des mois, voire des années à l'avance. L'ensemble du programme de recherche dépendait d'un ciel clair et d'un système de télescopes diaboliquement complexe fonctionnant parfaitement. Année après année, il pointait l'œil colossal du Keck vers le cœur galactique, capturant de faibles photons qui avaient voyagé pendant 26 000 ans pour atteindre leur détecteur. Le processus était lent et méticuleux. Il prenait une image marquant soigneusement les positions de la poignée d'étoiles visibles à travers la poussière. Puis ils attendaient que la Terre achève un autre voyage autour du Soleil avant de pouvoir prendre le cliché suivant. Pendant les premières années, les résultats étaient presque décevants. Les points de données sur leur graphique montraient des mouvements si infimes qu'ils étaient à peine perceptibles, presque perdus dans le bruit de l'incertitude de mesure. C'était comme regarder l'aiguille des heures d'une horloge où le mouvement est réel mais impossible à voir d'un seul coup d'œil. Beaucoup auraient perdu foi, concluant que le projet était trop ambitieux pour son époque. Mais Ghez et son équipe ont persisté, animés par ce qu'elle appelait souvent le frisson de la découverte, la conviction qu'un secret profond se révélait lentement. Ils accumulaient des données avec la discipline de moine, confiant que le motif finirait par émerger du nuage de points. Et puis, c'est arrivé. Au fur et à mesure que les années de données s'accumulaient, une image stupéfiante est apparue avec une netteté incroyable. Les étoiles ne se contentaient pas de se promener au hasard. Elles ne dérivaient pas sans but à travers le centre galactique. Elles étaient enfermées dans une danse cosmique, exécutant des orbites serrées et frénétiques autour d'un point où rien ne pouvait être vu. Quand ils ont finalement tracé les trajectoires, le résultat était à couper le souffle, des ellipses parfaites et élégantes. Ils assistaient aux lois de Kepler sur le mouvement planétaire se déroulant à une échelle presque inimaginable. Les mêmes lois que Johannes Kepler avait découvertes 400 ans plus tôt en suivant les planètes de notre propre système solaire gouvernant les mouvements d'étoiles géantes à 26 000 années-lumière de distance. La science derrière cette révélation est à la fois simple et profonde. C'est un ballet cosmique où la chorégraphie révèle le danseur principal. Imaginez que vous regardez un groupe de danseurs sur une scène sombre.
tous tournant autour d'un partenaire invisible, en chronométrant le temps que met chaque danseur pour effectuer un tour complet et en mesurant la taille de sa trajectoire sur la piste de danse, vous pouvez calculer la masse du partenaire invisible autour duquel ils tournent tous. Une danse plus rapide dans un cercle plus petit signifie que l'objet central est incroyablement massif, son attraction gravitationnelle faisant tournoyer les danseurs avec une force immense. C'est précisément ce que faisait l'équipe de Gaze. Les étoiles étaient leurs danseurs, les orbites étaient la piste de danse et le partenaire invisible au centre était Sagittarius à étoiles. La science derrière cette révélation est à la fois simple et profonde. C'est un ballet cosmique où la chorégraphie révèle le danseur principal. Imaginez que vous observez un groupe de danseurs sur une scène sombre, tournant tous autour d'un partenaire invisible, en chronométrant le temps que met chaque danseur pour effectuer un tour complet et en mesurant la taille de sa trajectoire sur la piste de danse, vous pouvez calculer la masse du partenaire invisible autour duquel ils tournent tous. Une danse plus rapide dans un cercle plus petit signifie que l'objet central est incroyablement massif, son attraction gravitationnelle faisant tournoyer les danseurs avec une force immense. C'est précisément ce que faisait l'équipe de Gaze. Les étoiles étaient leurs danseurs, les orbites étaient la piste de danse et le partenaire invisible au centre était Sagittarius à étoiles. Au sein de cette troupe de danse stellaire, une étoile est devenue l'artiste principal, celle qui allait finalement apporter la preuve finale. C'était une étoile bleue et brillante désignée S02 par l'équipe de Gaze ou S2 dans le catalogue de Genzel. Ce qui rendait S02 si spécial, c'était son orbite étonnamment courte. Alors que d'autres étoiles de l'amas pouvaient mettre des siècles ou des millénaires pour accomplir une seule boucle, S02 tournait autour du centre galactique en seulement 16 ans. C'était un cadeau du cosmos. Cela signifiait qu'en l'espace d'une seule carrière scientifique, il pouvait observer son voyage céleste tout entier. Son orbite, relativement courte, en faisait la sonde parfaite, le test ultime de leur théorie. Le point culminant dramatique de cette longue observation fut son passage au périastre, c'est le point de son orbite où S02 s'approche le plus du trou noir suspecté. Le moment où elle plonge le plus profondément dans le puits gravitationnel avant d'être propulsée vers l'extérieur. À ce moment, l'étoile se déplacerait à une vitesse stupéfiante, accélérant à plus de 5000 miles par seconde, soit quelques pourcents de la vitesse de la lumière. C'était le moment de vérité. Si leur calcul d'un objet de 4 millions de masses de Naros solaire au centre était correct, le comportement de S02 à ce moment critique fournirait une preuve indéniable. La tension dans la salle de contrôle de Keck durant les nuits de l'observation du périastre était palpable. Des années de travail, des millions de dollars de financement, et toute la réputation du projet dépendait de la capture de cet événement fugace. Chaque membre de l'équipe savait ce qui était en jeu, alors que les données affluaient du télescope, le système d'optique adaptative effaçant impeccablement le flou atmosphérique, ils ont regardé Cesiaro 2 atteindre sa cible précisément comme prévu. Elle a accéléré exactement comme attendu, sa trajectoire se courbant brusquement autour de l'ancre gravitationnelle invisible. Il y eut un soupir de soulagement collectif, rapidement suivi par la joie silencieuse et profonde de la confirmation. Ils avaient suivi une étoile à travers l'environnement gravitationnel le plus extrême de notre galaxie, et elle s'était comportée exactement comme les lois de la physique le prévoyaient. La preuve était là, un objet compact d'une masse de 4 millions de soleils entassé dans un espace plus petit que notre système solaire. Il ne pouvait s'agir que d'une seule chose, mais prouver l'existence d'un trou noir était une chose, l'utiliser pour tester le tissu même de l'espace-temps en était une autre. Un défi entièrement différent. La publication de leur article de 2002, avec son élégante valse stellaire autour d'un centre invisible, n'était pas une fin, mais un commencement. Il a eu l'effet d'un séisme dans la communauté scientifique.
Bien que la preuve fût visuellement stupéfiante et mathématiquement solide, l'affirmation qu'elle soutenait était extraordinaire. Affirmer de manière définitive qu'un monstre de 4 millions de fois la masse du Soleil se cachait au cœur de notre galaxie, c'était défier les limites même de l'observation. Par conséquent, le fardeau de la preuve était immense. Les données de l'équipe de Gaze ont été soumises à un niveau d'examen que peu de découvertes scientifiques subissent de jamais. Chaque point de données, chaque calcul, chaque pixel du télescope Keck a été méticuleusement examiné par des pairs anonymes et des collègues sceptiques du monde entier. Ils cherchaient la moindre erreur, la plus petite mauvaise interprétation, le seul défaut subtil qui pourrait faire s'effondrer tout l'édifice de leur découverte. Ce n'était pas un acte d'hostilité, mais la méthode scientifique dans sa forme la plus pure et la plus rigoureuse. C'est le processus par lequel une hypothèse est martelée et forgée jusqu'à ce qu'elle soit brisée ou qu'elle en ressorte comme un fait solide et indéniable. Pour Gaze et son équipe, cela a signifié d'innombrables heures passées à défendre leur travail, à répondre à des questions pointues lors de conférences et à refaire leurs propres analyses encore et encore, poussant leur propre scepticisme à ses limites pour anticiper chaque défi possible. La pression était immense, un siège intellectuel constant où leurs décennies de travail étaient en procès. Ayant défendu leur affirmation avec succès, Andrea Ghez et son équipe ont réalisé que leur travail venait de débloquer une possibilité bien plus profonde. Ils n'avaient pas simplement trouvé un trou noir, ils avaient découvert le laboratoire de physique le plus extrême de l'univers connu, juste dans notre propre cour galactique. Le prochain grand défi n'était plus de prouver l'existence de l'objet, mais de l'utiliser pour tester le fantôme du plus grand esprit du XXe siècle. Albert Einstein. Sa théorie de la relativité générale, devenue une réinterprétation radicale de la gravité comme la courbure de l'espace-temps, avait passé tous les tests auxquels elle avait été soumise pendant près d'un siècle. Mais elle n'avait jamais été testée dans un champ gravitationnel aussi intense. La théorie faisait une prédiction spécifique et bizarre sur ce qui devrait arriver à la lumière essayant de s'échapper d'une attraction gravitationnelle aussi intense. Ghez et son équipe savaient que 002, leur étoile vedette, devait effectuer un autre passage rapproché en 2018. Ce serait leur unique chance de voir si Einstein avait raison. La cible était un phénomène connu sous le nom de décalage gravitationnel vers le rouge. Le concept est à la fois simple et vertigineux. Alors que l'étoile S02 plongeait profondément dans le puits de gravité du trou noir sur son orbite de 16 ans, Einstein avait prédit que sa lumière devrait lutter pour s'en échapper, perdant de l'énergie dans le processus. Cela étirerait sa longueur d'onde, faisant paraître la lumière plus rouge qu'elle ne le devrait. C'est comme la voix d'un chanteur qui baisse de ton en essayant de crier depuis le fond d'un profond canyon. L'énergie perdue en sortant du canyon de la gravité abaisse la fréquence des ondes lumineuses. Capturer cet effet serait comme observer l'espace-temps lui-même déformer et étirer la lumière, une confirmation visuelle directe de la relativité générale dans un environnement où ces effets étaient magnifiés à un degré observable. Mais le défi était presque insurmontable. Le décalage vers le rouge prédit était minuscule, un tout petit décalage dans les raies spectrales de la lumière de S02. Cela exigerait de pousser leurs instruments et le système d'optique adaptative de l'observatoire Keck à un niveau de précision que l'on pensait, à l'époque, impossible à atteindre. Pendant 16 ans, ils ont attendu et se sont préparés. Ils ont affiné leur technique, amélioré leur spectrographe et cartographié l'orbite de S02 avec une précision toujours croissante. L'ensemble du projet convergeait désormais vers quelques nuits d'observations cruciales au printemps 2018. Alors que SD02 entamait son virage en épingle autour de Sagittarius A étoile, accélérant à la vitesse stupéfiante de 17 millions de miles par heure, l'équipe se rassembla dans la salle de contrôle de Keck. La tension était palpable, 16 ans de planification, de collecte patiente de données, d'innovation technologique, tout se résumait à ce moment.
Il devait mesurer la vitesse de l'étoile par son effet Doppler, puis la comparer au subtil décalage supplémentaire causé par la gravité. Les premières mesures sont arrivées, puis les suivantes. Au fur et à mesure que les points de données peuplaient le graphique, une image saisissante a émergé. La lumière de l'étoile était bien étirée, sa couleur décalée légèrement mais de manière mesurable vers le rouge. Et l'ampleur de ce décalage correspondait aux prédictions de la relativité générale avec une précision à couper le souffle. C'était une confirmation parfaite et retentissante. Le fantôme d'Einstein, s'est-il avéré, avait toujours raison. Cette réalisation monumentale n'a jamais été l'œuvre d'une seule personne. Le groupe du Centre galactique de l'UCLA était un témoignage de la nature collaborative de la science moderne. Une équipe soudée de postdoctorants, de doctorants et de chercheurs qui avaient consacré une partie importante de leur carrière à cette quête singulière. Andrea Ghez a favorisé un environnement qu'elle a décrit comme une famille, fondée sur un débat intellectuel intense, mais aussi sur un profond respect mutuel. Les doctorants qui ont rejoint le projet à la fin des années 1990 sont restés en tant que chercheurs postdoctoraux puis scientifiques confirmés. Leur propre vie professionnelle reflétant les longues et patientes orbites des étoiles qu'ils étudiaient. Ce sont eux qui ont passé des nuits blanches à l'observatoire à Hawaï, qui ont écrit le code complexe pour analyser le torrent de données et qui ont remis en question chaque hypothèse pour s'assurer que leurs résultats étaient à toute épreuve. Des gens comme Tuando, un scientifique clé de l'équipe, ont passé des années à se préparer pour le passage de SZR2 en 2018, sachant que c'était une opportunité unique dans une carrière. Le style de leadership de Ghez n'était pas de commander mais de responsabiliser. Elle encourageait ses étudiants à s'approprier leur projet, à argumenter avec elle et à repousser les limites de leurs propres connaissances. Elle comprenait qu'un projet s'étalant sur des décennies exigeait plus qu'une simple idée brillante, il exigeait une culture de la persévérance et une passion partagée. Le succès n'était pas seulement le sien, il appartenait à chaque personne qui avait passé une nuit glaciale au sommet d'une montagne, qui avait débogué une ligne de code à 3 heures du matin ou qui avait regardé une image floue et y avait vu le potentiel d'une découverte digne d'un Nobel. La confirmation du décalage gravitationnel vers le rouge était plus qu'une simple nouvelle confirmation pour Einstein. C'était une démonstration de la capacité de l'humanité à mesurer l'univers avec une précision étonnante. Cela prouvait qu'une étoile, à 26 000 années-lumière de distance, dansant au bord d'un abîme, se comportait exactement comme le prédisait une théorie conçue dans un bureau tranquille à Berlin plus d'un siècle auparavant. L'équipe avait scruté l'endroit le plus violent et chaotique de la galaxie et avait découvert que les lois fondamentales de la physique tenaient bon. Leur travail a transformé Sagittarius A, étoile d'une simple curiosité, en un outil vital pour comprendre les phénomènes les plus extrêmes de l'univers. Le succès de l'équipe a été célébré dans le monde scientifique tout entier. Non seulement ils avaient fourni la preuve la plus solide à ce jour de l'existence de trous noirs supermassifs, mais ils en avaient également utilisé un pour valider la pierre angulaire de la physique moderne. C'était une double victoire, née de décennies d'efforts acharnés et d'une foi inébranlable dans le pouvoir de l'observation. Ghez a souvent souligné la joie du processus, le frisson de voir quelque chose qu'aucun humain n'avait jamais vu auparavant. C'est cet amour pur de la découverte qui l'avait soutenu, elle et son équipe, pendant les longues années d'attente patiente et de travail méticuleux. Les théories d'Einstein étant confirmées dans l'endroit le plus extrême de notre galaxie, le monde était enfin prêt à reconnaître officiellement des décennies de travail acharné. Un appel téléphonique au milieu de la nuit était sur le point de changer la vie d'Andrea Ghez pour toujours. Le 6 octobre 2020, le monde était encore plongé dans l'obscurité derrière la fenêtre d'Andrea Ghez lorsque le téléphone a sonné.
Un appel à 2 heures du matin est rarement une bonne nouvelle. C'est le genre de sonnerie qui vous arrache au sommeil avec une montée d'adrénaline et de peur, votre esprit parcourant instantanément une liste de membres de votre famille et de vos proches. Gaze a répondu, la voix pâteuse de sommeil et d'appréhension. Mais la voix à l'autre bout du fil était calme, formelle et avait un accent suédois distinct. C'était un représentant de l'Académie royale des sciences de Suède. Pendant un instant, les mots n'ont pas fait sens. Le cerveau, se débarrassant encore des restes d'un rêve, peine à traiter une réalité bien plus étrange que toute fiction. C'était un moment suspendu dans le temps, le calme ordinaire d'un matin avant l'aube, soudainement connecté au plus haut échelon de la réussite scientifique à Stockholm. La voix au bout du fil l'informa calmement qu'elle, ainsi que Reinhard Genzel et Roger Penrose, avaient reçu le prix Nobel de physique. L'incrédulité fut la première vague, le sentiment primaire que cela devait être une farce élaborée ou un rêve très vif. Le choc initial s'est rapidement dissipé pour laisser place à un flot de joie pure et sans mélange. C'était une émotion profonde et écrasante qui balayait des décennies de doutes, de luttes et d'efforts acharnés. Dans les interviews plus tard ce jour-là, l'enthousiasme de Gaze était palpable. Mais il était ancré dans un profond sens de la gravité. Elle a parlé de l'immense responsabilité qui accompagnait cet honneur. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un moment d'importance historique. Andrea Ghez venait de devenir seulement la 4e femme de l'histoire à remporter le prix Nobel de physique. Elle rejoignait désormais des légendes, Marie Curie qui l'a remporté en 1903, Maria Goeppert-Mayer en 1963 et Donna Strickland en 2018. L'écart était immense. Un rappel brutal du long et ardu parcours des femmes dans ce domaine. Sa victoire était une déclaration puissante, une fissure dans le plafond qui avait si longtemps semblé être fait de verre impénétrable. Le prix était une validation pour sa science, mais c'était aussi un phare pour une nouvelle génération. Alors que la nouvelle commençait à être assimilée, ses pensées se sont tournées vers son équipe. Ce prix n'était pas le résultat d'un génie solitaire dans un observatoire isolé. C'était l'aboutissement d'un quart de siècle d'efforts collaboratifs, d'innombrables doctorants et chercheurs postdoctoraux qui avaient consacré leur carrière à cette question singulière. Elle a pensé aux ingénieurs de l'observatoire Keck qui avaient repoussé les limites de la technologie et à ses collègues de l'Université de Californie à Los Angeles qui avaient soutenu sa vision ambitieuse et parfois non conventionnelle. Le prix Nobel était un sommet partagé, une reconnaissance de la persévérance de l'ensemble du groupe du Centre galactique de l'UCLA. Il était pour chaque nuit passée à analyser des données, chaque observation frustrante obscurcie par la météo et chaque mesure unique et minutieuse qui, une fois tissées ensemble, ont révélé un secret que l'univers avait gardé pendant des milliards d'années. C'était leur triomphe collectif. Le prix était partagé, un fait qui en disait long sur la nature de la découverte. Une moitié a été décernée à Roger Penrose, le brillant mathématicien dont le travail théorique dans les années 1960 avait prédit que les trous noirs étaient une conséquence robuste de la théorie de la relativité générale d'Einstein. L'autre moitié a été partagée entre Ghez et son rival de longue date, Reinhard Genzel, pendant plus de 2 décennies. Ils avaient été les chefs de 2 armées concurrentes, faisant la course vers la même ligne d'arrivée cosmique. Maintenant, ils se tenaient ensemble sur le même podium, leur quête parallèle à jamais entrelacée. Partager la plus haute distinction scientifique avec la personne même qui représentait son plus grand défi professionnel était un remarquable retournement de situation. C'était le chapitre final et définitif d'une histoire de compétition intense, une résolution plus puissante et profonde que l'un ou l'autre n'aurait pu atteindre seul. Cette victoire partagée était le témoignage ultime du pouvoir de la compétition en sciences.
L'existence de l'équipe de Genzel travaillant avec le Very Large Telescope au Chili créait une pression constante et motivante. Elle forçait le groupe de Guez à être d'une rigueur implacable. Il n'y avait aucune marge d'erreur quand on savait qu'une autre équipe de classe mondiale vérifiait votre travail depuis l'autre côté de l'équateur. Ce duel intellectuel a élevé leurs deux efforts. Il a stimulé l'innovation, les a poussés à affiner leurs techniques plus rapidement et à assurer que leur conclusion finale soit inattaquable. La décision du comité Nobel était une belle reconnaissance de cette dynamique. Elle déclarait que la découverte du trou noir supermassif au centre de notre galaxie était si monumentale qu'elle nécessitait une confirmation indépendante, une vérité scientifique forgée dans le creuset de la compétition et vérifiée par deux lignées de preuves distinctes. La rivalité avait rempli son rôle, faisant progresser la connaissance humaine. Il ne s'agissait jamais d'animosité personnelle, mais du désir partagé et brûlant d'obtenir une réponse. En décernant le prix, à tous les deux, le comité a affirmé que le vrai gagnant était la science elle-même. L'histoire n'était plus celle de Guez contre Genzel, mais de la capacité collective de l'humanité à sonder le cœur de la galaxie et à découvrir l'une de ses vérités les plus fondamentales. La course était terminée et le résultat n'était pas un seul vainqueur, mais une compréhension partagée et indéniable de notre foyer cosmique. Le long duel s'était terminé non pas par une poignée de main, mais par une place partagée dans les livres d'histoire, leurs noms liés à jamais par la découverte qu'ils avaient tous deux poursuivie avec une si farouche détermination. Les implications de leur découverte confirmée rayonnaient bien au-delà du monde de l'astrophysique. Elle a fondamentalement changé notre compréhension de l'architecture de l'univers. Avant leurs travaux, les trous noirs supermassifs étaient considérés comme des curiosités théoriques, des monstres exotiques qui pourraient bien se cacher au centre de certaines galaxies lointaines et particulières. Les recherches de Guez et Genzel ont démontré que ces objets ne sont pas du tout exotiques. Ils sont une composante fondamentale et nécessaire de la formation et de l'évolution des galaxies. Leur preuve qu'il en existait un dans notre propre Voie lactée, notre cours galactique, a transformé le concept de possibilité en certitude. C'était comme confirmer que chaque continent sur Terre a un noyau géologique. Ces objets n'étaient pas des phénomènes rares, ils étaient le modèle standard. Cette découverte a fourni une réponse nouvelle et élégante à la question de savoir comment les galaxies comme la nôtre sont construites. Le trou noir supermassif n'est pas une force destructrice, mais une force créatrice. Il agit comme une ancre gravitationnelle, une graine massive et invisible autour de laquelle les étoiles, le gaz et la poussière s'agglomèrent sur des milliards d'années. C'est l'échafaudage silencieux sur lequel toute la structure en spirale de la Voie lactée est construite. Chaque étoile dans notre ciel nocturne, y compris notre propre Soleil, est engagée dans une lente danse cosmique autour de ce point central. Cette prise de conscience a fourni une pièce cruciale du puzzle de l'évolution cosmique, montrant que les objets les plus extrêmes de l'univers ne sont pas des agents du chaos, mais des piliers de l'ordre. Andrea Guez n'avait pas seulement trouvé un trou noir, elle avait découvert le cœur même qui donne à notre galaxie sa forme et sa vie. Mais pour Andrea Guez, le prix Nobel n'était pas un point final, c'était une plateforme. Derrière la scientifique célébrée se cachait une enseignante dévouée, une mère et un mentor tout aussi passionnés par la formation de la prochaine génération que par la cartographie des étoiles. Au-delà du prix Nobel et des points de données irréfutables se trouve un univers de défis bien plus complexe que le suivi des étoiles, l'orbite complexe d'une vie. Pour Andrea Guez, la poursuite incessante de la vérité cosmique n'a jamais été une entreprise solitaire menée dans une tour d'ivoire. C'était un exercice de jonglage dynamique, souvent chaotique, exécuté sur la scène de la vie quotidienne. Elle a déjà été remarquablement franche sur l'immense difficulté de concilier une carrière scientifique de haut niveau avec les exigences de l'éducation de deux fils. Jess a démantelé le mythe de l'équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée.
le remplaçant par une philosophie plus honnête et réalisable. Elle ne l'a pas décrit comme un état d'équilibre, mais comme une série constante de choix et de priorités. Un jour, l'accent pouvait être entièrement mis sur une analyse de données cruciales pour une publication en attente. Le lendemain, il pouvait être entièrement consacré à un enfant malade ou à une pièce de théâtre scolaire. Le secret, expliquait-elle, n'était pas d'essayer d'être à 100% dans tout simultanément, mais d'être à 100% présente dans le rôle qu'elle choisissait d'incarner à ce moment-là. Au-delà du prix Nobel et des données irréfutables se trouve un univers de défis bien plus complexe que le suivi des étoiles, l'orbite complexe d'une vie. Pour André Aguez, la quête acharnée de la vérité cosmique n'a jamais été une entreprise solitaire menée dans une tour d'ivoire. C'était un acte de jonglage dynamique, souvent chaotique, exécuté sur la scène de la vie quotidienne. Elle a été remarquablement franche sur l'immense difficulté de concilier une carrière scientifique de haut niveau avec les exigences de l'éducation de 2 fils. Jess a démantelé le mythe de l'équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée, le remplaçant par une philosophie plus honnête et réalisable. Cette philosophie est née de la nécessité. On raconte que ces jeunes enfants visitaient l'observatoire Keck, isolés sur le Mauna Kea, leurs dessins au crayon collés sur les murs d'une salle de contrôle remplie de certaines des technologies les plus sophistiquées sur Terre. Cette image capture l'essence de son approche. Une intégration et non une séparation de ces mondes. Elle a refusé d'accepter l'idée dépassée qu'une scientifique sérieuse, en particulier une femme, devait sacrifier sa famille pour son ambition. Au lieu de cela, elle a intégré sa vie à son travail, démontrant que les deux n'étaient pas mutuellement exclusifs. Cet acte de défiance tranquille a envoyé un message puissant. Il a humanisé la tâche monumentale de sa recherche et a fait d'elle une figure à laquelle d'innombrables personnes aux prises avec les mêmes pressions pouvaient s'identifier. Son art ne consistait pas seulement à déchiffrer le cosmos, mais à naviguer entre les forces gravitationnelles de sa propre vie, prouvant qu'on pouvait cartographier le cœur de la galaxie tout en étant à la maison pour le dîner. Son rôle de mère a profondément nourri sa passion pour le mentorat à l'Université de Californie à Los Angeles ou UCLA. Pour Guez, l'enseignement n'a jamais été une obligation secondaire à sa recherche, c'était une composante essentielle de son identité scientifique. Dans les couloirs du département de physique et d'astronomie, elle a cultivé un environnement qui reflétait la culture de collaboration et de soutien de sa propre équipe de recherche. La porte de son bureau était perpétuellement ouverte, une invitation pour les étudiants à se confronter à des problèmes complexes, non pas comme des élèves devant un maître, mais comme de jeunes collègues dans une quête partagée de connaissances. Elle a favorisé une atmosphère où la curiosité était la plus haute vertu et où l'échec n'était qu'une autre donnée sur le chemin de la compréhension. Son style d'enseignement consistait moins à donner des cours magistraux qu'à poser des questions incisives, poussant ses étudiants à remettre en question leurs propres hypothèses et à construire leurs arguments à partir de la base, tout comme elle l'avait fait. Elle comprenait que la leçon la plus importante qu'elle pouvait transmettre n'était pas une formule spécifique, mais un état d'esprit de résilience. Le projet de plusieurs décennies visant à étudier le centre galactique était une leçon de maître en matière de patience et de persévérance. Et elle était déterminée à inculquer cette même ténacité à la prochaine génération. Elle leur a enseigné que la science est rarement un éclair de génie, mais plutôt un processus lent et méthodique d'élimination des erreurs, de perfectionnement des techniques et de concentration sur un objectif lointain, même lorsque les progrès semblent invisibles. D'anciens étudiants parlent de sa capacité à voir leur potentiel et à les mettre au défi de dépasser leurs limites perçues. Ils décrivent un mentor à la fois exigeant et profondément encourageant qui célébrait leur succès comme les siens et qui les guidait à travers les revers inévitables d'une carrière de chercheur. Son héritage n'est donc pas seulement écrit dans les revues scientifiques, il est aussi vivant dans les esprits et les carrières des dizaines de scientifiques qu'elle a formés,
qui dirigent maintenant leur propre groupe de recherche dans des institutions du monde entier. Ce dévouement à la formation des talents s'est naturellement étendu à un plaidoyer plus large, en particulier pour les femmes dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Ayant évolué dans un domaine où elle était souvent l'une des seules femmes dans la pièce, Guez comprenait de première main les barrières systémiques qui découragent tant de personnes de poursuivre ou de continuer une carrière scientifique. Elle est devenue une voix prépondérante dans les discussions sur le pipeline percé, une métaphore de la façon dont les femmes abandonnent les domaines des STIM à chaque étape de leur parcours universitaire et professionnel. Elle a soutenu que le problème n'était pas un manque d'intérêt ou de capacité chez les filles et les femmes, mais une culture au sein de la science qui était souvent peu accueillante, inflexible et construite sur un modèle qui désavantageait toute personne ayant des responsabilités familiales. Avec la plateforme offerte par son prix Nobel, son plaidoyer a acquis une portée mondiale. Elle n'est pas seulement devenue un symbole de ce qui était possible, elle est devenue un agent actif du changement. Dans ses conférences et interviews, elle a constamment souligné la nécessité de solutions systémiques, un meilleur soutien pour les congés parentaux, des parcours de carrière plus flexibles et un effort conscient pour combattre les biais inconscients qui affectent l'embauche, la promotion et le financement. Elle s'exprimait d'une voix claire et pragmatique, soulignant que l'augmentation de la diversité dans la science n'était pas simplement une question d'équité, c'était une question d'excellence. Un plus large éventail de perspectives, soutenait-elle, mène à des questions plus créatives, à des solutions plus innovantes et, finalement, à une meilleure science pour tous. Calais est devenue le modèle qu'elle n'avait jamais eu. Un témoignage vivant du fait qu'une femme pouvait diriger l'un des projets les plus ambitieux de l'astronomie moderne tout en élevant une famille. Son impact rayonne ainsi vers l'extérieur en cercle concentrique. Au centre se trouve sa famille, où elle a pratiqué l'art de l'intégration. Le cercle suivant englobe ses étudiants à l'UCLA, une génération de chercheurs qu'elle a personnellement formés aux méthodes et à l'état d'esprit de la découverte à long terme. Au-delà se trouve la communauté plus large des femmes dans les STIM, pour qui elle est à la fois une source d'inspiration et une ardente défenseur d'un avenir plus équitable. Elle a reconnu qu'une percée scientifique, aussi profonde soit-elle, est incomplète si le chemin de la découverte n'est pas ouvert à tous ceux qui ont le talent et la volonté de l'emprunter. Son travail consistait à faire tomber les barrières, tant cosmiques que terrestres. Elle avait regardé à travers l'atmosphère terrestre pour voir l'invisible, et maintenant elle s'efforçait de dissiper le brouillard institutionnel qui obscurcissait le chemin pour les autres. Le prix Nobel était la reconnaissance d'une découverte, mais son véritable héritage est celui d'une création. Elle a contribué à créer une nouvelle compréhension de notre univers, un nouveau modèle de science collaborative et une nouvelle image de ce à quoi ressemble un scientifique. Sa carrière démontre que les découvertes les plus profondes sont souvent liées aux luttes les plus humaines. Le désir de comprendre notre place dans le cosmos, le besoin de construire une communauté de soutien et le défi d'équilibrer nos passions les plus profondes avec nos responsabilités personnelles. Elle a montré au monde comment regarder le cœur de la galaxie et ce faisant a révélé beaucoup de choses sur le potentiel du cœur humain également. C'était le témoignage d'une vie passée à regarder les étoiles tout en gardant les pieds fermement sur terre, à former la prochaine génération d'explorateurs qui un jour regarderaient encore plus loin. Cette philosophie de mouvement constant vers l'avant, de nourrir la croissance future tout en poursuivant les questions présentes, définit sa carrière. Le prix Nobel n'était pas un point final, mais une lentille puissante, mettant son travail en lumière pour le monde entier et magnifiant sa capacité à inspirer. Elle avait répondu à l'une des plus grandes questions de l'astrophysique, mais ce faisant, elle en avait ouvert une douzaine d'autres. La confirmation de Sagittarius A étoile n'était pas le dernier chapitre de l'histoire du centre galactique.
C'était le début d'une nouvelle ère d'exploration encore plus passionnante qui repousserait les limites de la physique et de la technologie à leurs extrêmes absolus. Elle avait donné à l'humanité un nouveau laboratoire dans le ciel et les expériences ne faisaient que commencer. En inspirant une nouvelle génération et en faisant tomber les barrières, André Aguez s'assure que son impact se fera sentir pendant des décennies. Mais sa curiosité scientifique est loin d'être satisfaite. Le trou noir dont elle a prouvé l'existence recèle encore de profonds mystères, et la quête pour le comprendre ne fait que commencer. Pour André Aguez, remporter le prix Nobel n'était pas un point final, mais une clé qui ouvrait la porte suivante. La veille de plusieurs décennies de son équipe avait prouvé l'existence et mesuré la masse de Sagittarius à étoile. Maintenant, les questions devenaient plus profondes, les cibles plus ambitieuses et les outils requis encore plus puissants. Le prochain grand chapitre de son travail repose sur une nouvelle génération d'yeux colossaux sur le ciel, au premier rang desquels le télescope de 30 mètres ou TMT. Si les télescopes Keck étaient des révolutionnaires, le TMT est un saut évolutif d'une ampleur presque inimaginable. Son miroir segmenté, s'étendant sur 30 mètres de diamètre, collectera plus de 60 fois plus de lumière que le télescope spatial Hubble et produira des images plus de 10 fois plus nettes. Pour l'équipe de Guez, c'est comme passer d'une loupe à un microscope quantique. Cela leur permettra de voir des étoiles qui sont actuellement bien trop faibles et bien trop proches du bord du trou noir pour être détectées. Ce ne sont pas seulement plus de points de données, ce sont des étoiles au bord même de l'horizon des événements, le point de non-retour. Leurs orbites seront le test le plus extrême de la relativité générale jamais conçue, déformée par une gravité si intense qu'elle tord l'espace et le temps en un bretzel. À côté du TMT, le télescope spatial James Webb offre une puissance complémentaire. Opérant dans le spectre infrarouge, il peut percer le voile dense de gaz et de poussière qui enveloppe le centre galactique, révélant des étoiles qui sont restées complètement cachées à la vue. Ensemble, ces instruments permettront à Guez de créer une carte du voisinage immédiat du trou noir avec une précision qui relevait de la pure science-fiction il y a à peine une décennie. Elle pourra se demander non seulement si Einstein avait raison, mais précisément où ces théories pourraient commencer à s'effondrer dans les conditions les plus extrêmes que l'univers puisse offrir. C'est ici, dans la marge infime entre la prédiction et l'observation, qu'une nouvelle physique pourrait être découverte. Cette incursion dans le sanctuaire intérieur du trou noir met l'humanité face aux paradoxes les plus profonds de la physique moderne. Pendant des décennies, les théoriciens se sont débattus avec des questions hallucinantes qui émergent des mathématiques des trous noirs. L'une des plus célèbres est le paradoxe de l'information. Un principe fondamental de la mécanique quantique est que l'information ne peut jamais être vraiment détruite. Pourtant, selon la physique classique, tout ce qui tombe au-delà de l'horizon des événements d'un trou noir est perdu à jamais, son information effacée de l'univers. Ce n'est pas un désaccord mineur, c'est une contradiction fondamentale entre les deux piliers de la physique moderne, la relativité générale et la mécanique quantique. La résoudre nécessite probablement une nouvelle théorie, une théorie quantique de la gravité qui reste le saint graal de la physique théorique. Le travail d'André Aguez fournit les données cruciales du monde réel sur lesquelles ces théories exotiques peuvent être testées. Ces observations d'étoiles frôlant le bord de Sagittarius à étoile sont ce que nous avons de plus proche pour sonder empiriquement la nature d'un horizon des événements. Elles fournissent les contraintes strictes, les faits d'observation que toute théorie future doit expliquer avec succès. Que se passe-t-il vraiment au tissu de la réalité à la singularité, le point infiniment dense au centre? Comment un trou noir, un objet défini par sa consommation de matière et d'énergie, interagit-il avec le monde quantique? Ce ne sont plus des questions confinées au tableau noir et au superordinateur. Jess a transformé le centre galactique en un laboratoire où
Ces questions fondamentales sur la nature de la réalité elle-même peuvent être étudiées avec des données tangibles tirées de la lumière d'étoiles mourantes. L'héritage ultime d'Andrea Ghez, cependant, transcende toute découverte unique, même une aussi monumentale qu'un trou noir supermassif. Sa contribution véritable et durable est une puissante démonstration d'un principe scientifique, qu'avec suffisamment de persévérance, d'ingéniosité et d'innovation technologique, l'humanité peut rendre visibles les parties les plus invisibles et mystérieuses de notre univers. Elle a fait face à un obstacle jugé insurmontable par beaucoup, l'effet de flou de l'atmosphère terrestre, et a refusé de l'accepter comme une barrière finale. Au lieu de cela, elle a défendu et perfectionné une technologie qui lui a permis de voir à travers le chaos, d'imposer de l'ordre à la distorsion et d'extraire un signal clair du bruit. Cet acte est une métaphore de toute l'entreprise scientifique. Son projet d'un quart de siècle sert de modèle pour la prochaine génération de découvertes. La méthodologie est une leçon en soi. Premièrement, identifier une question fondamentale. Deuxièmement, concevoir une méthode d'observation, même si la technologie requise semble impossible. Troisièmement, se battre pour les ressources et constituer l'équipe pour faire de cette technologie une réalité. Et quatrièmement, faire preuve d'une immense patience pour collecter des données année après année, décennie après décennie, jusqu'à ce que l'univers révèle enfin son secret. C'est un modèle de science qui ne repose pas sur des victoires rapides ou des percées éclatantes, mais sur la poursuite lente, méthodique et inébranlable d'une seule et profonde vérité. Elle n'a pas simplement trouvé un objet, elle a perfectionné une manière de voir. Cette philosophie de rendre l'invisible visible s'étend au-delà du cosmos et dans la culture de la science elle-même. En apportant les dessins de ses enfants dans la salle de contrôle high-tech de l'Observatoire Keck, elle a rendu visible le jonglage invisible d'une mère qui travaille dans un espace traditionnellement dominé par les hommes. En cultivant une atmosphère de collaboration quasi familiale dans son groupe de recherche, elle a rendu visibles les structures de soutien émotionnel qui sous-tendent la grande science. En utilisant sa tribune de Nobel pour plaider en faveur des femmes dans les STEAM, elle a rendu visibles au monde les barrières systémiques et les biais inconscients qui freinent les talents. Son héritage n'est pas seulement un trou noir, mais un chemin plus lumineux pour ceux qui suivent. Le parcours d'une jeune fille fascinée par les astronautes sur un écran de télévision granuleux à une lauréate du prix Nobel qui a cartographié le cœur de notre galaxie est un témoignage de la puissance d'un seul rêve bien précis. Andrea Ghez a emmené l'humanité dans une expédition de 25 ans. Non pas avec une fusée, mais avec un télescope et les lois inflexibles de la physique. Elle n'a jamais marché sur un autre monde, mais elle nous a donné le portrait d'un nouveau, le domaine gravitationnel d'un trou noir supermassif. Un portrait dessiné, non pas à l'encre, mais avec la lumière capturée d'étoiles dansant dans l'obscurité. Son équipe a prouvé que quelque chose de 4 millions de fois la masse de notre Soleil se cachait à la vue de tous, dissimulé seulement par la distance et la poussière. Cela soulève une dernière question provocatrice. Si un objet d'une telle échelle monumentale a pu rester caché si longtemps, quels autres secrets l'univers nous cache-t-il ? Quelles autres forces invisibles et objets inconnus existent, attendant patiemment que la prochaine génération d'explorateurs tenaces invente de nouvelles façons de voir ? Quelle architecture cosmique invisible attend encore d'être cartographiée ? Andrea Ghez n'a pas seulement trouvé un trou noir, elle nous a donné une leçon puissante et durable sur le potentiel illimité de la curiosité humaine. Elle a démontré notre capacité à cartographier les vides sombres, à mesurer les échelles immenses et, finalement, à comprendre ce qui semble incompréhensible. Elle nous a appris que les plus grandes découvertes ne se font pas toujours en voyageant vers de nouveaux endroits, mais en apprenant à voir notre propre univers avec de nouveaux yeux.